Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Anna. Je suis Sébastien Presse, je suis chef de projet chez Ondalis. Moi, je vais vous parler de la partie plus chimiométrie aujourd'hui. Donc, le plan est le suivant sur mon intervention. Donc, je vais rappeler rapidement ce qu'est un spectre NIR, infrared, proche infrarouge. Et puis ensuite, je vais vous introduire la notion de chimiométrie, pour ceux qui connaissent moins. Vous verrez que la puissance, c'est finalement l'alliance de la spectroscopie NIR et la chimiométrie, notamment pour développer toutes les applications intéressantes, entre autres en pharma, biotech. Et donc, je vous parlerai des outils chimiométriques basiques qui sont inclus dans le logiciel Micronear Pro, dont vient de vous parler Anna. Et ensuite, on finira sur des outils plus avancés qui sont implémentables en fait dans les logiciels de chimiométrie dédiés, donc en exportant les spectres, important les modèles sur le Micronear Pro. Alors, juste pour quand même rapidement présenter Ondalis, c'est une société qui existe depuis plus de 15 ans. On est basé sur Montpellier et donc on propose notre expertise en chimiométrie, en machine learning pour différents types d'applications et notamment pour le développement de calibration spectroscopique et du suivi de process, donc process monitoring. Donc, nous proposons nos services de l'audit en passant par le proof of concept, le développement de méthodes, donc de calibration spectroscopique ou de modèles prédictifs, et puis l'implémentation dans différents logiciels. Nous assurons la maintenance des modèles. Nous proposons également de multiples formations sur les différents domaines de la chimiométrie et du machine learning, sur différents logiciels qui sont partenaires en France avec nous. Et puis, on peut vous accompagner également sur ces thématiques. On est également distributeur de certains logiciels. Alors, comme je disais, je vais rapidement rappeler ce qu'est un spectre NIR. La gamme spectrale, donc on en a parlé, mais disons plus globalement, elle est coincée entre l'UV visible et puis le moyen infrarouge, c'est-à-dire entre 750 et 2500 nanomètres, à peu près. C'est une technique qui permet de mesurer, d'analyser des spectres à partir d'une source lumineuse. Vous avez ici, qui arrive donc sur un échantillon à analyser, donc solide ou liquide. Donc on a affaire à une interaction en fait entre la matière et la lumière, et puis ces photons vont soit être transmis, soit être absorbés, soit être réfléchis, et donc c'est ce qu'on va récolter au niveau du détecteur du spectromètre et en déduire finalement la partie qui est absorbée. Alors, il y a également une partie qui est diffusée, ce qu'on appelle la réflexion diffuse, enfin pardon, la diffusion de la lumière, donc le light scattering en anglais, qui en fait réagit, c'est la lumière qui réagit à la structure macroscopique de l'échantillon, notamment l'échantillon solide, qui va amener alors soit des artefacts, c'est-à-dire des translations sur les spectres, sur l'axe des Y ici, soit une information intéressante si on veut, si on est intéressé par exemple pour la mesure des tailles des particules. Donc la spectroscopie NIR, finalement, elle va donner accès aux vibrations des liaisons chimiques et donc des différents groupes fonctionnels de la molécule, enfin, en tout cas de l'échantillon étudié. Et donc en général, on est plutôt intéressé par l'information chimique, biochimique de notre échantillon. Alors, pour introduire la chimiométrie, j'aimerais revenir quand même sur la façon dont on présente les données en chimiométrie. Donc à gauche, vous avez un spectre NIR, proche infrarouge, assez classique sur une gamme de 800 à 2500 nanomètres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le spectromètre va digitaliser, discrétiser le signal, et donc on
On peut envisager ce spectre NIR comme un vecteur, en fait, qu'on appellera X, qui est finalement une succession de valeurs. Hein. Alors ici, par exemple, si on a un pas d'acquisition de 2 nanomètres, une résolution de 2 nanomètres, eh bien, on aura donc un certain nombre de valeurs entre 800 et 2500 nanomètres tous les 2 nanomètres. Donc ça, c'est une ligne de notre, on va dire, de notre base spectrale. Hein, ça correspond à un spectre. Et si on regarde une base spectrale entière, eh bien, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une matrice X, avec n lignes, donc chaque ligne correspondant à un spectre, et p colonnes, donc autant de colonnes que de longueur d'onde mesurée, ou ce qu'on appelle nous les variables. Donc ça c'est vraiment la façon dont sont structurées les données en spectroscopie pour pouvoir les traiter en chimiométrie. Alors, en chimiométrie, on a finalement ces outils qui ont été développés, finalement, c'est une science assez récente, hein, puisque c'est développé dans les années 80. Et puis, donc, c'est à base de discipline scientifique, à base de mathématiques, et principalement de statistiques et de modélisation, qui permet justement de traiter des données, ce qu'on appelle multivariées, donc avec plusieurs variables. Donc, les spectres en sont un bon exemple. Et donc, on a affaire finalement à des données massives. Donc la chimiométrie va permettre de réduire la dimension des données. On a également des fortes corrélations qui sont présentes dans ces données. Donc c'est vrai que les statistiques classiques sont un petit peu démunies dans ces cas-là. La chimiométrie permet finalement d'utiliser des algorithmes qui vont projeter les échantillons, les observations sur ce qu'on appelle des variables latentes, hein, donc une réduction de dimension. On a affaire bien sûr à des données réelles, donc à des données brutées. Donc ça, c'est pareil, la chimiométrie va essayer de séparer l'information du bruit. C'est l'objectif principal. On a affaire également à des données manquantes, donc différentes stratégies d'imputation de données peuvent être mises en place. Et puis ensuite, on a également d'autres spécificités, par exemple différentes fréquences d'acquisition, hein, si on veut finalement mettre en regard des spectres avec par exemple des données de process. Donc il y a tout un pan de la chimiométrie qui permet d'aligner les données. On a affaire également à une diversité de données, une complexité de données qui fait que finalement des pré-traitements vont être appliqués au spectre, également éventuellement des analyses plus complexes de type multi-bloc ou multi-way, suivant la complexité des données. Et enfin, donc on connaissait tous bien la sélectivité faible hein, de la spectroscopie, qui fait qu'on va traiter ces données-là sous forme d'empreintes, hein, de fingerprint, sous forme de signal global. Hein. On n'est pas sur un pic bien précis comme en chromatographie par exemple ou en spectroscopie de masse. Alors, on parle de chimiométrie depuis 3 minutes, mais en fait la sémantique a beaucoup évolué ces dernières années et maintenant tout le monde est au courant hein, de ces acronymes AI, Artificial Intelligence, donc intelligence artificielle en français, qui finalement regroupe pas mal de ces disciplines finalement qui ont été développées, hein, telles la chimiométrie ou le machine learning. On parle également beaucoup. Alors, on a parlé il y a quelques années, enfin, il y a un an ou deux de big data. Maintenant, on parle plutôt de data science. Et puis, donc, je vous ai dit, multivariate data analysis, donc analyse de données multivariées. Donc, vous voyez que tout ça, ça s'imbrique. Donc, voilà, quand je vais dire chimiométrie, j'englobe un petit peu tout ça. Et on va également utiliser des méthodes, tout à l'heure, également du machine learning, notamment, pour des applications bien précises. Donc ici, on est sur de la modélisation, ce qu'on appelle data-driven, hein, c'est-à-dire vraiment qui part des données. On n'a pas de modèle mathématique a priori sur ce qui se passe. Hein. On n'est pas sur une modélisation mécaniste ou déterministe. Voilà, on va faire parler les données. Et les données, on les fait parler. Alors ici, en l'occurrence, les spectres, on les fait parler pour notamment ce qu'on appelle du process understanding, de la compréhension de ce qui s'est passé hein, dans le process. On peut également utiliser ces données-là, donc ces spectres, pour optimiser les process, faire du monitoring, donc de la supervision de procédés, je vous en parlerai tout à l'heure. Également aussi de la maintenance prédictive, hein, c'est des applications qui se développent beaucoup en ce moment. Et puis on peut même aller jusqu'au process control, c'est-à-dire
et tout ce qui est automatisation avec boucle de rétrocontrôle sur leur procédé. Alors là, c'est une petite vue d'ensemble des outils chimiométriques qui existent. Donc, si vous voulez, c'est pour positionner un petit peu la présentation de cet après-midi. Donc, si vous voulez, dans la chimiométrie, vous avez les plans d'expérience en amont, les DOE, Design of Experiments. Ensuite, vous avez tout ce qui est analyse qu'on appelle analyse exploratoire ou non supervisée, de type PCA, donc Principal Component Analysis, analyse en composante principale. Tout ce qui est process monitoring, donc MSPC, dont on va parler, MCR. Et puis, ensuite, la famille des méthodes prédictives, donc supervisées pour développer des modèles prédictifs dont font partie les calibrations spectroscopiques, en utilisant donc soit des méthodes multilinéaires de type PLS, dont on va parler également, soit des méthodes plus complexes de type non linéaire, de type SVM, ANN, pareil, je vais en parler. Et ensuite, on a d'autres analyses un peu plus, enfin, en tout cas pour des données plus complexes. Alors, j'aimerais donc maintenant m'attarder sur les outils chimiométriques qui sont, on va dire, de base et qui sont présents dans le logiciel Micronir Pro de Diavi et qui vont vous permettre de prendre en main vos spectres et de commencer à faire vos premières calibrations. Donc, je commence par l'analyse en composante principale, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, qui sert en fait à représenter un jeu de données spectrale, donc une base spectrale, donc, de type matrice, de dimension n fois p. Ça permet également de réduire les dimensions, de nettoyer le jeu de données et également de représenter notre base spectrale en un ensemble de points pour vérifier s'il n'y a pas des classes, des groupes ou des clusters qui apparaissent au niveau des données. Et ici, par exemple, on est sur des huiles d'olive qui sont de différentes origines. Alors, comment ça marche? Alors, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on part de la représentation matricielle d'une base spectrale avec n échantillons et ici 3 variables, parce que ça va être, on va dire, d'un point de vue pédagogique, plus facile à dessiner pour vous expliquer. Donc, en fait, on considère qu'un échantillon, c'est-à-dire un spectre, peut se représenter sous forme d'un point ici, dans un espace, un référentiel, fait donc de 3 vecteurs, donc les 3 mesures initiales, c'est-à-dire ici, ça serait donc les trois longueurs d'onde parmi les longueurs d'onde mesurées. Et donc, si un échantillon correspond à un point dans ce référentiel, finalement, la base spectrale considérée correspond en fait à un nuage de points dans ce référentiel. Et qu'est-ce que va faire la CP? La CP, en fait, elle va tout simplement essayer de trouver les axes et directions dans cet espace qui est à grande dimension. Donc ici, on a 3 dimensions, mais vous imaginez bien que sur un spectre NIR, on est plutôt à 500 000 ou 1500 dimensions. Et donc, l'ACP va permettre de trouver des axes qui permettent, si vous voulez, de rendre compte du maximum de différence de dispersion entre les spectres, entre les points. C'est ce qu'on appelle maximiser la variance de la matrice. Donc, c'est un phénomène itératif. On construit une première composante, une deuxième, etc., qui sont orthogonales entre elles, indépendantes. Et au final, on se retrouve finalement avec une représentation en 2 dimensions. Alors ici, par exemple, PC1 contre PC3, mais ça pourrait être PC1 contre PC2, par exemple. Et qui permet de rendre compte, de résumer l'information contenue dans la base spectrale et de figurer, de représenter les proximités et les différences entre échantillons. Donc ça, c'est la façon dont se construit une ACP. Donc c'est un outil qui est... c'est l'outil de base de la chimiométrie et qui est utilisé dans n'importe quelle mise en œuvre de méthodologie chimiométrique, et notamment quand on est amené à développer des calibrations spectroscopiques. Alors, sur les spectres plus spécifiquement, bon, là c'est une écriture matricielle, alors c'est pas forcément intéressant de comprendre ça, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire qu'un spectre, finalement, il va être décomposé en le spectre moyen de la base spectrale,
plus les déviations par rapport à cette moyenne de la population, puisque les données sont ce qu'on appelle centrées. Et donc, on obtient finalement une décomposition en ce qu'on appelle des loadings, donc des poids, hein, les P ici, qui sont représentés sous forme finalement spectrale, mais sauf que on a des valeurs qui peuvent être positives ou négatives, puisqu'en fait, ce sont les poids de chaque longueur d'onde dans le modèle. Donc, concrètement, ce sont les zones spectrales qui vont être influentes dans la modélisation du modèle ou de la calibration. Alors, une fois qu'on a fait une ACP en général et qu'on a nettoyé notre jeu de données, qu'on a vu s'il y avait des clusters dans notre base spectrale, on va développer la calibration spectroscopique qui va relier donc, un spectre à un paramètre d'intérêt, souvent une concentration ou une mesure, une taille de particules. Voilà, ça peut être plusieurs paramètres différents. Donc l'APLS, partial least square, donc c'est une méthode de régression multivariée, donc très adaptée à ces données de type multivarié, et donc au spectre, qui permet donc finalement de développer des calibrations spectroscopiques et de faire de la modélisation prédictive sur ces spectres. Donc là, on est en présence à la fois de la matrice de la base spectrale, en fait. On avait tout à l'heure en ACP. Sauf que cette fois-ci, on va essayer de relier chaque spectre à ce qu'on appelle un Y, donc un paramètre d'intérêt que l'on veut modéliser, que l'on veut prédire. Donc une des sorties de cette modélisation de PLS, c'est ce type de graphique où on a les vraies valeurs du paramètre d'intérêt et les valeurs prédites en regard, et avec une performance de modèle, donc on appelle le RMSE, le Root Mean Square Error. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais voilà, globalement, ça va être l'erreur qu'on fait en appliquant le modèle de prédiction, la calibration spectroscopique, sur un nouvel échantillon, sur un nouveau spectre. Donc, en termes de méthodologie, donc, vous l'avez compris, l'idée c'est d'utiliser la base de données spectrale, ce qu'on appelle de calibration, donc, qui va nous permettre d'étalonner le modèle, dont on connaît les Y. Et donc, l'algorithme de la PLS va en fait trouver finalement le lien entre ces X et ce Y, et donc va calculer ce qu'on appelle les paramètres B du modèle, de façon à utiliser ce modèle en phase opérationnelle, en phase de routine, sur un échantillon nouveau, donc un nouveau spectre, pour lequel nous n'avons pas la valeur de référence, donc le Y. Donc ce modèle qui a été précédemment développé, optimisé et validé, va être utilisé sur ces nouveaux échantillons pour obtenir donc, une valeur de prédiction, une estimation de ce paramètre d'intérêt. Donc c'est tout l'intérêt de cette application. Alors, il ne faut pas oublier que quand on développe une calibration spectroscopique, on va être amené en fait à utiliser et optimiser un certain nombre de combinaisons de pré-traitements spectraux. Vous voyez ici en exemple ici la base de données spectrale brute, et donc après correction SNV, Standard Normal Variate, ou à l'aide de dérivés, première ou seconde, on arrive finalement à mettre en tout cas à se focaliser sur les zones spectrales d'intérêt et éliminer le bruit qui peut notamment venir de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le light scattering, la diffusion de la lumière. Ok, donc ça, ce sont les outils ACP PLS qui sont présents dans Micronir Pro et donc qui vous permettent de commencer à développer et optimiser vos calibrations spectroscopiques sans problème. Ensuite, je vais vous montrer là quelques outils plus avancés qui peuvent être de temps en temps nécessaires. Donc notamment, comme disait Anna, donc, en exportant les spectres du Micronir dans un logiciel dédié, donc de géométrie, de type Unscrambler, pour ceux qui connaissent, ou Simca, ou PLS2Box, ou autres, et développer des approches complémentaires ou plus avancées,
donc ce que j'ai appelé les outils Advanced Chemometric Tools. Donc là, le premier domaine qu'on peut évoquer, c'est le domaine du machine learning, c'est-à-dire quand vous êtes en présence d'une calibration qui vous montre les valeurs prédites contre les valeurs réelles et avec ce type de forme, hein, qui caractérise l'erreur du modèle. Vous voyez qu'on a ce qu'on appelle une forme en banane, c'est-à-dire que on va surestimer ou sous-estimer les extrémités de la gamme. Et donc on est clairement ici en présence de non-linéarités qui ne sont pas modélisées ou mal modélisées par la PLS. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi sur les paramètres un peu complexes à prédire. Je pense on a beaucoup travaillé sur la viscosité, par exemple, hein, prédiction de la viscosité. Ce ne sont pas des paramètres faciles. Et donc en général, on fait appel à des méthodes, des algorithmes plus évolués. Alors l'un d'eux s'appelle les SVM, Support Vector Machine. Donc ici, on est sur on va dire des algorithmes et des méthodes qui sont complètement différentes. On va en fait se ramener à un espace multidimensionnel, si vous voulez, complètement déformé, un SQL, en appliquant un certain nombre de fonctions mathématiques ici. Donc on est sur un noyau gaussien, ça peut être d'autres fonctions, qui permettent justement de linéariser quelque part la relation entre les spectres et le paramètre d'intérêt dans ce nouvel espace déformé. Donc on identifie ce qu'on appelle des vecteurs supports, des vecteurs supports, qui sont les échantillons qui seront en fait aux limites, hein, vous voyez, les petits points bleus, qui seront aux limites des différentes classes à modéliser. Attention avec ce type de méthode, attention au surajustement, hein, l'overfitting, qui est malheureusement qui arrive très vite, puisqu'on a beaucoup de paramètres à optimiser en même temps. Et donc, il faut être très, très rigoureux et appliquer une méthodologie très rigoureuse pour ça. Donc, ça se fait. Il faut bien mettre en place une méthode de validation interne, externe, robuste. Alors, un deuxième type, ou en tout cas une deuxième famille de méthodes géométriques avancées, hein, ce sont les ANN, donc les Artificial Neural Networks, les réseaux de neurones en français, dont on parle beaucoup en ce moment, parce que tout le monde parle du deep learning, bien sûr, hein, notamment sur la reconnaissance d'images. Donc ici, le principe est encore différent. Donc, ce sont des couches de neurones qui vont être modélisées, hein, donc, par mimétisme avec le phénomène biologique. Et donc, en fait, ce qu'on appelle des fonctions de transfert vont être appliquées pour justement entre la sortie et les entrées de ces réseaux de neurones. Donc, le plus connu, c'est le multilayer perceptron, et maintenant donc le deep learning avec tout ce qui est qu'on appelle les CNN, Convolutional Neural Networks, qui marchent bien sur les images, sur un certain nombre d'applications, et c'est en train d'être appliqué sur des spectres avec certains succès, certains échecs. On est en train d'explorer ce domaine-là. Alors, la dernière partie dont je vais vous parler en termes de chimiométrie et de méthodes avancées, donc il s'agit de la supervision de procédés, hein, donc le process monitoring. Donc là, vous avez la possibilité, quand vous avez mesuré vos spectres avec votre Micronir Pro, d'extraire ces spectres et de les utiliser justement avec la forme de logiciel directement sur votre pilote ou sur votre ligne de production en temps réel pour superviser votre procédé et faire ce qu'on appelle du faux diagnostic, c'est-à-dire essayer de repérer des dérives de process en temps réel, donc sur la base en particulier de spectres NIR, mais ça peut être également associé, les spectres NIR peuvent être associés avec tout un tas d'autres informations récoltées en temps réel sur la ligne, notamment tout ce qui est paramètres procédés ou d'autres analyseurs. Et donc, quand on met tout ça en musique, ça nous permet de suivre des procédés alors en continu ou en batch. Donc, sur des procédés en continu, on met en place ce qu'on appelle des quarts de contrôle multivariés. Donc ici, vous avez finalement deux quarts de contrôle qui sont mis en place, celle du T2, le commune, et puis celle sur le résidu.
donc Square Prediction Error, en fonction du temps. Donc avec des limites de contrôle, hein, upper control limit, UCL, à ne pas dépasser. Donc on suit ces deux quarts de contrôle donc dans le temps, et puis si on a un point qui dévie, qui dépasse cette limite de contrôle, ben, il y a un warning, hein, il y a une alerte qui se passe, et on peut même cliquer sur ce point pour aller voir ce qu'on appelle le contribution plot, c'est-à-dire quelles sont les variables, les paramètres ou les variables spectrales, les zones spectrales qui ont dévié. Voilà. Donc ça, ce sont des applications qui sont vraiment très utilisées maintenant et qui sont vraiment très utiles justement dans la démarche PAT dont vous parlez, Anna. Alors sur des procédés en batch, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez la dimension temporelle hein, de cinétique. Mais on fait appel également à des outils chirométriques pour faire ce qu'on appelle du batch statistical process control ou du batch modeling. Et à nouveau, pour faire de l'understanding, hein, process understanding, de l'optimisation, de la supervision et du faux diagnosis, et même de la prévision, hein, comme la météo. C'est-à-dire qu'on va prédire finalement la trajectoire de nos batchs avec toute l'expérience qu'on a accumulée sur nos productions antérieures. Donc là, ces données-là sont en fait organisées un petit peu différemment. Elles sont organisées en cubes. Donc vous avez la dimension échantillon toujours ici en N, la dimension des variables toujours ici en J, et puis vous avez une dimension supplémentaire qui est le temps, donc la dimension K ici, et qui peut être reliée du coup à tout ce qui est conditions initiales, hein, donc caractérisation des matières premières par exemple, et qualité produit fini par rapport à votre process. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se développent là-dessus. Et c'est vrai que c'est un champ d'expertise vraiment passionnant. Alors, il y a différents logiciels qui existent pour mettre en œuvre ce batch modeling ou la supervision de procédés en continu. Donc, l'un d'eux s'appelle Process Pulse. Il a été développé et commercialisé par Camo Analytics, donc racheté par AspenTech récemment. Et donc, ce logiciel, hein, donc cette solution logicielle va permettre d'aller récolter, comme je vous disais, différentes données sur la ligne en temps réel et faire appel à un modèle qui est développé donc ici dans le Scrambler pour aller finalement montrer les différents tableaux de bord, les dashboards de suivi de process. Ici sur du batch modeling, hein, donc vous voyez la trajectoire hein, et on regarde en fait, on la suit et on regarde si elle est comprise dans l'enveloppe du modèle ou s'il y a une déviation hein, par rapport à ce qu'on appelle le golden batch, le batch idéal finalement qu'on attend. Voilà. Donc ça, on déplie il y a tout de suite, voilà, il y a pas d'astuce, on va dire, pour structurer les données sur cette méthodologie-là. D'autres logiciels existent, hein, comme SyncOnline, pour faire du process monitoring et du batch modeling. SyncOnline, développé par Umetrix ou Sartorius maintenant. Voilà, donc vous avez différents logiciels qui existent dans lesquels on peut extraire ou importer en tout cas les spectres. Voilà. Alors, avant de laisser la parole, juste préciser, donc en plus de toutes ces méthodes de chimétrie que j'ai rapidement évoquées avec vous, il y a deux autres méthodes, donc d'abord la SVM, donc Spectra Match Values, qui est présent dans Micromir Pro, très utilisé pour l'identification de matières premières à réception, dont vous parlez, Emiliano et Eleonora, juste après. Et puis aussi la méthode MBM, donc Moving Block Method, qui permet justement de suivre la variation hein, des spectrales, donc par calcul d'écart type, standard deviation, sur des fenêtres glissantes. Et pareil, vous allez voir une application, je pense, sur un mélangeur. Donc voilà, les méthodes symétriques sont nombreuses et dédiées pour différentes applications, notamment en pharma biotech. Voilà.